euh, d'installation des nouveaux groupes, de maintenance du réseau, qui nous avait permis de couvrir 93% du territoire de la Grande Comore, 75% du territoire d'Anjouan et 100% du territoire de Mohéli. Donc malheureusement, ces derniers temps, nous avons subi plusieurs événements malheureux qui ont détérioré la fourniture d'électricité. Parmi ces événements, à Anjouan, le 7 avril, nous avons eu le turbo du groupe G22 qui est tombé en panne, endommagé. Nous avons mené des investigations et ce que nous avons trouvé à l'intérieur du turbo, c'est la présence d'une bille métallique qu'on ne sait pas expliquer. Donc les investigations sont toujours en cours pour essayer de comprendre d'où vient, est-ce que c'est un roulement qui a cassé et qui a libéré une bille qui a cassé le turbo, ou est-ce que c'est autre chose. Par la suite, le 20 avril, toujours en Anjouan, a vu son bloc moteur cassé. Alors, malheureusement, ce groupe-là, donc le G20, c'est un ancien groupe qu'on n'avait pas pu réviser, et donc c'était prévisible qu'à un moment, le groupe lâche. Et malheureusement, il nous a lâché avant qu'on puisse le réviser, sachant que la révision de ce groupe était prévue pour le mois de juin. Ce qui a entraîné une perte de 2 MW dans la fourniture d'électricité à Anjou. Ici en Grande Comore, on a également subi des incidents. Le premier, le 5 mai. Donc le 5 mai, on a eu de fortes intempéries qui a détruit 9 de nos transformateurs. Donc des éclairs, les foudres qui sont tombées sur les transformateurs ont détruit les transformateurs, plus de l'électronique de commande qui permet de réguler les moteurs. Donc ça nous a fortement perturbés. On a dû intervenir sur l'intégralité de la Grande Comore pour identifier ces transformateurs et essayer de les réparer. Aujourd'hui, tous ces transformateurs ont pu être soit réparés, soit remplacés. Par la suite, le 3 mai, nous avons eu une implosion mécanique interne au moteur G10 et ça a endommagé le bloc moteur. Or, c'est un moteur qui a été livré au mois de février. Ce n'est pas réparable. Par la suite, le 11, on a eu un bloc moteur, pareil, d'un moteur livré au mois de février, qui a été totalement détruit. Et il a été détruit pendant des tests qui étaient menés par un expert que nous avait envoyé notre fournisseur pour investiguer le premier bloc moteur détruit. Donc pendant ces tests, ce groupe-là, donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a 3,4 MW en moins sur les 16 mégas disponibles en Grande Comore. Et c'est cette succession d'incidents qui entraîne les perturbations qu'on observe aujourd'hui. Si on regarde le plan de fourniture tel qu'il était, c'est sûr. Vous devriez ton PC là. Merci. Voilà. Donc vous avez là en fait la représentation de la fourniture d'électricité, de l'alimentation de la Grande Comore. Donc ce que vous voyez en rouge, c'est les zones non alimentées, et en vert, les zones alimentées. Les parties gauches sont en journée, la partie droite en soirée. Donc vous voyez bien qu'aujourd'hui, compte tenu de la perte de puissance induite par la casse des moteurs, on a de plus en plus de rouge. Donc on a des zones qui aujourd'hui ne sont plus alimentées, notamment en soirée.
où on est obligé en fait de faire des rotations, c'est-à-dire on les alimente un jour sur deux. Notre objectif étant et reste de ne pas laisser un citoyen comorien plus de 24 heures sans électricité. Donc cet objectif est devenu de plus en plus difficile à tenir, mais nous y travaillons et pour l'instant, je pense qu'on arrive encore à tenir cet objectif de ne pas laisser un citoyen comorien plus de 24 heures sans électricité, malgré les difficultés. Donc, une fois qu'on a fait ce constat, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas s'arrêter là. Déjà en juin, donc il y a un nouveau turbo, parce que le groupe, c'est un groupe qui était sous garantie, on a discuté avec eux, et on a un nouveau turbo qui va arriver mi-juin, avec un technicien qui va arriver avec ce turbo pour pouvoir l'installer et faire la réparation. On a prévu la révision d'un groupe, le G19, qui sera réalisé au mois de juillet. Donc ça, c'est pour en juin. En Grande Comore, les négociations sont toujours en cours avec le fournisseur TEC des deux groupes qui sont endommagés pour le remplacement de ces deux moteurs. Il a promis de nous faire un retour d'ici lundi au plus tard pour nous confirmer le plan et le plan de remplacement. On a accéléré les révisions du G1 et du G4, qui sont deux groupes qui étaient prévus en révision cet été, révisés dès la fin juin, début juillet. On a négocié avec Innovant pour qu'ils augmentent leur stockage au nord. Parce que ce que vous avez vu là, la partie rouge, c'est essentiellement le nord du pays. Donc, ils vont passer leur stockage de 10 à 20 MW, et ça, ils vont le faire début juillet. Et enfin, nous avons l'installation des batteries de Wachili qui est prévue pour fin juin. Ce qui veut dire que, compte tenu du plan qui est mené aujourd'hui, on peut espérer un retour à la normale dans l'alimentation, au moins à ce qu'on a connu avant les incidents, pour la mi-juillet. Et c'est l'objectif qu'on s'est fixé, et on travaille pour tenir cet objectif. Est-ce que vous avez des questions? Effectivement, nous avons des questions. En fait, Nazir Dalouata, d'abord, vous nous parlez des groupes qui sont livrés au mois de février, oui. Ce qui veut dire qu'ils sont livrés nouvellement, qui sont déjà endommagés. En tant que technicien, parce que, et la question que je pose aussi à vos techniciens, est-ce que ces groupes sont neufs? Est-ce qu'ils étaient neufs ou bien sont des groupes d'occasion? C'est ma première question. Puisque le fait que de février à moins de 6 mois, ils sont endommagés. Deuxième question, des sources au sein de cette société nous confient que vous avez écarté vos conseillers. Les conseillers qui étaient là, je voudrais savoir la raison. Troisième question, on nous a confié encore, au sein de la société encore, on nous a confié qu'il y a eu un détournement de fonds, qu'il y a eu un agent disons, un agent a fait le tour des directions régionales pour ramasser les caisses, ramasser les fonds, et ces fonds n'ont pas été livrés à la Sonélec. Et c'est le cas ou pas? Donc, si on ne l'a pas encore écrit au niveau de la presse, c'est pour confirmer si c'est vrai ou non. Si c'est le cas, où en est le dossier? Apparemment, vous avez pris la décision vous avez l'intention de ne pas rouvrir la mini-centrale de Mitsabemi. Et pourtant, initialement, elle a été installée pour éviter des coupures générales au niveau d'un Gazida. Au moment où on installait cette mini-centrale, on nous disait que c'est pour éviter d'avoir un blackout au niveau de l'île, s'il y a par exemple des problèmes au niveau du réseau, etc. Est-ce que vous avez prévu un moyen à un moment où il y a par exemple des problèmes de réseau, si par exemple vous n'arrivez pas à donner de courant au nord ou bien au sud, si vous remplacez, si vous fermez les mini-centrales décentralisées, est-ce que vous avez d'autres options en cas de problème au niveau des réseaux? Voilà, je m'arrête là pour le moment. Ok, alors,
Alors effectivement, les groupes qui sont aujourd'hui à l'arrêt ont été livrés au mois de février. Le premier a cassé à l'issue de 1200 heures de fonctionnement et le deuxième à l'issue de 1900 heures de fonctionnement, ce qui n'est pas normal. D'accord ? Alors, est-ce qu'il s'agit de groupes d'occasion ou de groupes neufs? Alors, c'est ni l'un ni l'autre. C'est ce qu'on appelle des groupes reconditionnés. Alors, la différence, c'est quoi? Un groupe neuf, c'est un groupe qui n'a jamais tourné. Un groupe d'occasion, c'est un groupe qui a tourné et qu'on achète après une quantité d'heures de fonctionnement. Un groupe reconditionné, c'est un groupe dont la structure a déjà tourné, c'est-à-dire qu'elle a déjà été utilisée, mais par contre qui a été révisée intégralement, c'est-à-dire que toutes les pièces ont été changées. C'est ce groupe-là, et ça a été changé par un prestataire de Caterpillar. Et donc ce groupe-là, il est remis sur le marché en état quasi neuf. Et donc il repart avec une garantie de 12 mois. Donc c'est des groupes qui aujourd'hui sont encore sous garantie. Et c'est pour ça qu'on négocie avec le fournisseur pour nous les changer. Donc ça c'est la première chose. Concernant les conseillers, alors effectivement, il est vrai que j'ai décidé de réorganiser mon premier cercle. Mon premier cercle, à savoir les conseillers et le comité de direction. J'ai eu le sentiment que les conseillers faisaient doublon par rapport au directeur opérationnel. À savoir, il y avait un conseiller commercial lorsqu'on a une directrice commerciale. Donc, ces postes faisant doublon, j'ai jugé utile de mieux utiliser les conseillers. Et aujourd'hui, les conseillers sont réaffectés en tant qu'auditeurs. Donc, ils appuient l'équipe d'audit pour s'assurer que le travail est correctement fait. Étant donné que c'est des gens d'expérience, des personnes qui ont vécu la société, qui connaissent la société, c'est les personnes les plus à même de pouvoir contrôler et s'assurer que le travail est bien fait. Donc aujourd'hui, ils sont réutilisés autrement. Ensuite, le point sur le détournement. Alors, il est vrai qu'un de nos agents, et c'est très malheureux, puisque c'était notre chef du département finance, a fait un détournement de fonds. Nous l'avons remarqué pendant les contrôles mensuels. Et nous avons pris les dispositions nécessaires, puisque nous avons porté plainte, nous avons convoqué, nous l'avons suspendu, nous avons convoqué un conseil de discipline pendant lequel il a reconnu les faits. Il a reconnu avoir détourné ses fonds. Et par conséquent, il a été licencié. Aujourd'hui, l'affaire est devant la justice pour que la Sonelec récupère les fonds qui ont été détournés. Concernant les mini-centrales, alors, j'aimerais préciser une chose parce que je pense que l'information est erronée, c'est pour éviter les coupures générales. Alors, dans la mini-centrale de Mitsamiguli, il y a un moteur, 1,4 MW. 1,4 MW, c'est même pas suffisant pour couvrir le nord. Donc, ils n'ont pas été installés pour éviter les coupures générales et les blackouts sur le pays. Le pays, c'est 29 MW. Donc, ce n'est pas avec 1,4 MW qu'on peut alimenter le pays. Aujourd'hui, ce qui se passe dans les mini-centrales, c'est que c'est un surcoût. C'est un vrai surcoût de maintenir ces mini-centrales. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il faut déployer de la sécurité, il faut déployer des ressources pour produire 1,4 MW. Vous savez déjà qu'aujourd'hui, la Sonelec, lorsqu'on produit 1 kW d'énergie, on dépense 350 francs. Alors que l'énergie est vendue 198 francs le kilowatt. Donc, à un moment, il faut prendre conscience que la Sonelec a des enjeux de rentabilité
pour justement sortir de ce cercle où on est obligé que l'État réinjecte régulièrement de l'argent dans la société. Donc il faut aussi qu'on tienne compte de la rentabilité de la société et qu'on fasse des choix qui vont dans ce sens. Donc, il est fort probable que la mini centrale de Mitsambouli ne réouvre pas. Cependant, la puissance qu'elle délivre sera compensée à la fois par l'augmentation du stockage de Innovent Nord, et nous sommes également en train de négocier avec Innovent pour augmenter aussi sa production, et sera compensée par Voitju, puisqu'on travaille aux révisions des groupes pour augmenter la puissance produite par Voitju. Concernant Funguni, la mini-centrale de Funguni, qui est pareil, c'est un moteur 1,4 MW avec une consommation de carburant qui est au-delà de ce que devrait consommer cette mini-centrale. Donc, ce qui pose la question de est-ce qu'on n'a pas un détournement du carburant dans cette centrale. Donc, sur cette centrale, aujourd'hui, malgré le surcoût, malgré le fait que ça impacte notre rentabilité, nous n'avons pas encore décidé de la fermer puisque techniquement, nous ne savons pas compenser la perte de puissance. Mais on réfléchit à comment compenser cette perte de puissance et si on est techniquement capable de le faire, on fermera également cette mini-centrale. Vous avez justement évoqué l'aspect financier par rapport au coût de production. C'est-à-dire, c'est pas aujourd'hui, mais ça fait des années que Sonelec produit à perte, on le sait très bien. Mais aujourd'hui, vous vous dotez de 3 centrales solaires qui fonctionnent pendant la journée. Est-ce que ça n'impacte pas justement cette perte? Parce que vous avez Innova Mitsambouli, Innova au sud, il y a aussi Ouattili. Toujours, on est en train de nous faire comprendre que les groupes, ça produit à perte. Aujourd'hui, vous avez des prix quand même abordables au niveau des centrales solaires. Oui. Alors, effectivement, le solaire, le prix de revient unitaire du kilowatt solaire, en moyenne, est de l'ordre de 100 francs. D'accord? À part que, il faut considérer l'énergie au global. Le point d'équilibre, pour que ce soit rentable, il faudrait qu'on injecte 60% de notre énergie produite par le solaire. 60%. 60,8 pour être précis. Presque 61% de l'énergie produite par le solaire. Aujourd'hui, on en est très loin. On en est très loin. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas confondre l'installation et la puissance, et l'énergie injectée. Je m'explique. Lorsque vous produisez avec du thermique, vous avez ce qu'on appelle un facteur de charge, c'est-à-dire la quantité d'énergie qui va vous rester. L'énergie, pour faire simple, vous prenez la puissance qui est installée, vous multipliez par 24 heures, vous multipliez par 365 jours, et vous avez l'énergie produite pendant un an. Lorsqu'on est sur du thermique, il y a 60 à 70% de cette énergie qu'on peut récupérer et mettre sur le réseau. Lorsqu'on est sur du solaire, c'est à peu près 20% de l'énergie. 20% qui est réellement récupéré sur le réseau. Pour quelle raison? Parce que en soirée, à partir de 18 h, il n'y a plus de production. Il y a des nuages. Il y a de la pluie. Donc lorsqu'on fait le bilan complet sur une année, par rapport à la capacité d'installer, l'énergie, ça correspond, enfin le potentiel de production, l'énergie réelle, c'est 20%. Donc, si on résume, on a des installations solaires, mais réellement, il n'y a que 20% qu'on récupère en énergie réelle qu'on met sur le réseau. Et pour être rentable, il nous faut 60% de l'énergie totale. Donc, aujourd'hui, les installations solaires ne sont pas suffisantes pour compenser le prix. Et c'est pour ça qu'on continue à développer le solaire. On a l'extension de Ouattili qui est programmée pour 2026, donc 20 mégas prévus ici en Grande Comore, plus, il me semble, 4 à Anjouan et 2 à Moïse, je me rappelle bien.
On a la centrale de Mamboni financée par la Banque mondiale et gérée par le projet PAESC. Donc ça c'est 9 mégas, c'est ça, 9 mégas, qui est prévue, elle, je dirais, dans le meilleur des cas, fin 2026. Donc on va continuer à ajouter du solaire pour justement avoir un bilan énergétique qui va tendre vers les 60% d'énergie utilisée, produite par le solaire. Merci. Onganyambavi leswala lekulekiwa hangu uswe ajawa hoya tumla itaharenge mapesi ngabo ajawa saya ya tumla itaharenge mafura uombenge humfungu habile mahakama kama tu decision rejea hazine bango jodunge decision mahakama au zabandu yombe hao mahakama uwa mdashi ya jinda unziani swala la pili alumomu daika udu junda ubanu ngoni kuwa komori muda hindi ujohansi stable halumomu enje harmoa ile ujimla wa Komoro mahami li mwaha nzauri jouer projet ha. Juste une petite pourquoi avez-vous fait le choix de parler en français devant les Comoriens? Alors concernant le vol de carburant, il est effectivement vrai que nous avons porté plainte et que 2 de nos agents ont été arrêtés, jugés, et malheureusement, parce que moi je considère que c'est une décision malheureuse, étaient relaxés. Mais ils ont été relaxés par la justice pour les faits de vol. La justice n'a pas ordonné à la Sonelec de les réintégrer au sein de la Sonelec. On a porté plainte pour vol, ils ont été jugés non coupables. Nous allons faire appel. Et nous allons faire appel tout simplement parce que nous avons des vidéos qui sont claires, qui sont évidentes, que ces 2 agents ont volé du carburant. Donc, concernant la Sonelec, il n'y a absolument aucun doute. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, ces agents, durant leur interrogatoire, ont reconnu les faits qu'ils avaient effectivement volé du carburant. Donc, partant de ce principe, et partant du principe que on a émis une note que tout vol, tout détournement sera sanctionné par un licenciement, ces agents passeront au conseil de discipline et la sanction envisagée est le licenciement. Leur suspension a été signée, leur conseil de discipline est prévu pour demain, et à l'issue de ce conseil de discipline, la décision qui sera donnée sera très certainement le licenciement, compte tenu des preuves évidentes que nous avons des faits qu'ils ont commis. Ils ont volé du carburant. Et pas qu'une fois. Concernant la stabilité et le projet. Alors, merci pour la question, parce que c'est la première fois qu'on me donne l'occasion d'expliquer mon projet. Au moment de candidater pour devenir directeur général de la Sonelec, il était exigé de fournir un projet. Ce que j'ai fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons, puisque ce n'est plus mon projet, mais c'est un projet de la société, nous avons un projet de redressement de la Sonelec. Ce projet, il a été présenté en conseil d'administration la semaine dernière, premier conseil d'administration de la Sonelec. Il a été présenté à l'ensemble des salariés de Gazidja hier. Il sera présenté aux salariés d'Anjouan et aux salariés de Moélie dans les 2 semaines à venir. Parce que ce soit un projet de l'entreprise et pas un projet porté par moi seul. Le projet, il est en 3 phases. La première phase dans laquelle on est actuellement, c'est gérer l'urgence. On est dans une situation d'urgence, les citoyens ont besoin d'électricité et il faut qu'on réponde à cette urgence. Et c'est ce qu'on fait, avec tous les aléas qu'on connaît, mais c'est la vie d'une entreprise. Il n'y a pas d'entreprise qui ne connaît pas d'aléas.
Je pense que le plus important, c'est de pouvoir gérer ces aléas et d'avoir un plan pour sortir des problèmes. Donc ça, c'est la première phase qui doit nous emmener jusqu'à début 2026. La deuxième phase, qui est la phase de réorganisation de la société. Cette phase vise à optimiser l'utilisation des ressources de la société et à faire en sorte que on s'organise pour devenir profitable. Donc ça, c'est une phase qui doit aller de 2026 jusqu'à 2027. Et 2027, c'est une phase d'expansion, c'est-à-dire aller vers une activité, vers des nouvelles activités, notamment dans le solaire, qui vont nous permettre de stabiliser les finances de la société. Et en stabilisant les finances de la société, on peut mieux gérer les investissements et par conséquent stabiliser également la production et rénover le réseau. Parce que ce qui fait défaut aujourd'hui à la Sonélec, ce n'est pas de la mauvaise volonté. Contrairement à ce que les gens peuvent penser, il n'y a pas aujourd'hui au sein de la Sonélec des gens qui ne veulent pas fournir l'électricité. On a conscience de l'importance de notre mission et chaque collaborateur de la Sonélec travaille pour accomplir cette mission. Mais ce qui fait défaut, c'est les moyens. Et les moyens, il faut aller les chercher. Il faut créer de la valeur. Et c'est ce qu'on s'applique à faire. Le dernier point, pourquoi je parle en français? Pour une raison toute simple, c'est que c'est la langue avec laquelle je me sens le plus à l'aise. Je pourrais tenter de parler en comorien, mais je serais incapable de vous expliquer ce que je suis en train de vous expliquer. Merci, cher directeur, est capable de résister avec tous les échecs que vous nous avez présentés ici présent. Je me demande très brièvement votre capacité, comment vous allez tenir avec ce groupe. Comment? Au moment où j'ai candidaté pour la Sonélec, tout mon entourage s'est inquiété. Tout le monde m'a dit, mais est-ce que tu es conscient des enjeux? Est-ce que tu es sûr de vouloir aller relever un défi aussi compliqué? Et j'ai répondu oui, puisque je suis là. Et c'est pas, je ne me suis pas levé un matin en me disant je veux être directeur de la Sonélec. La question de l'énergie, c'est un sujet qui me tient à cœur et qui me passionne depuis de nombreuses années. Et Dieu a fait que je me suis retrouvé aux Comores au moment où, pour la première fois de l'histoire, il lançait un appel à candidature pour devenir DG de la Sonélec. Donc je me dis que c'est pas un hasard, peut-être que Dieu a bien fait les choses et que c'était le moment pour moi de tenter ma chance pour devenir directeur de la Sonélec. J'ai pleinement conscience en fait des difficultés. Je me lève le matin en sachant que c'est quelque chose qui va être difficile. Mais je pense avoir la chance d'avoir autour de moi une équipe qui est prête à relever le défi avec moi. Donc aujourd'hui, je ne me bats pas seul, je me bats avec une équipe. Et j'espère aussi avoir des collaborateurs qui vont s'engager dans ce combat. Hier, pendant la réunion, j'ai vu le foyer des femmes plein. Plein. Il n'y avait plus une place. J'espère que ce n'était pas juste de la curiosité, mais que c'était vraiment un moment de prise de conscience des enjeux de la Sonélec. Donc, pour répondre brièvement à votre question, est-ce que je me sens apte à tenir la difficulté? Oui. Oui, clairement. Je me sens apte parce que le plan il est clair, mes idées sont claires et que je suis soutenu par
une équipe qui, je pense, adhère au plan. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.